SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, des jeux et débats, c'est comme tous les soirs, votre émission des jeux équestres mondiaux en direct de Normandie TV et sur cavaneos.com. On est ensemble jusqu'à 20 h avec Angèle Lobinia. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Prête à démarrer cette deuxième semaine? Tout à fait prête, en pleine forme. Deuxième semaine de compétition qui a démarré aujourd'hui sur 2 sites, au Zénith pour la voltige et dans le stade d'Ornano bien sûr pour le saut d'obstacle. Et on peut le dire, ça commence fort pour les Français. Ça commence très fort puisque les Français mènent par équipe avec une super performance et de Patrice qui est deuxième au provisoire, Pénélope, Simon et Kevin qui était notre dernier cavalier. Donc la France en tête pour l'instant, mais en individuel c'est une jeune révélation. Oui, l'Irlandais Bertram Allen qui a fait un parcours magnifique, très rapide. On l'a vu toute l'année aligner les performances, mais là, il confirme pour ce premier jour du saut d'obstacle. Le saut d'obstacle, ce sera la première partie de notre émission, bien sûr. En deuxième partie d'émission, la voltige. Voltige qui vient de se terminer au Zénith avec une très belle performance des garçons. Oui, chez les hommes, Jacques Ferrari, juste devant Nicolas Andreani. Bon, chez les femmes, c'est une Danoise et l'Autriche mène par équipe. Et la France est quatrième pour l'instant. On y reviendra donc sur cette discipline en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, place au saut d'obstacle. On attendait évidemment cette discipline avec beaucoup d'impatience dans le stade d'Ornano, avec des invités qui, eux, n'ont pas monté, mais font partie de l'équipe. Ce sont les réservistes. Jérôme Murel, bonsoir. Bonsoir. Réserviste de cette équipe de France. Tout va bien pour l'instant. Oui, tout va bien. Les Français ont été brillants aujourd'hui, donc l'équipe se porte bien. Bon, et un autre francophone qui est lui passé de l'autre côté de la frontière, Romain Duguay, bonsoir. Bonsoir. Bon, pour la Suisse, c'est un peu moins bien, mais c'est pas fini. Un petit peu moins bien parti, mais la compétition ne fait seulement que commencer, donc il y a encore beaucoup d'obstacles à sauter avant la fin de ces championnats. Et la route va être longue, et il y en a un qui le sait, hein, c'est notre consultant, un spécialiste du saut d'obstacle. Oui, notre vrai Suisse, pour le coup. Une grand-mère française. Journaliste chroniqueur pour l'Éperon, en charge du cavalier roman. Ça a été difficile. Alban Poudret, bonsoir. Bonsoir. Oui, une rude journée. Bon, on a apprécié aussi toutes les belles choses et notamment les magnifiques parcours des Français. Donc on a eu beaucoup d'occasions de s'enthousiasmer. Mais alors d'un point de vue chauvin, on a effectivement pas mal souffert aujourd'hui. Ça a été une rude journée. Pas des catastrophes, hein, mais un gros couac par parcours, une faute ou un refus. Et ça coûte extrêmement cher parce qu'on est à un tel niveau de compétition avec quand même 15 nations qui jouent les médailles à peu près qu'on ne peut pas se permettre d'erreur. Et aujourd'hui, chacun en a fait une. Et puis évidemment, un refus vraiment lourd de conséquences, une dérobade. Rude journée, oui. Rude journée, notamment parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vous l'avez dit, il y a 15 nations qui peuvent prétendre à une médaille, peut-être même plus que ça. Il y a énormément de nations, c'est un record de participation. La journée a été longue, messieurs. La journée a été très longue, surtout quand on est 5e cavalier, c'est toujours un petit peu plus long. Et là, il y avait, je crois, 150 départs aujourd'hui, 153. Mais bon, je trouve que c'est aussi sympa de voir des cavaliers d'autres pays qui sont là. Qu'on ne voit jamais, qu'on n'a pas l'occasion de voir sur le circuit européen. Qui sont là aussi pour tenter leur chance. C'est ce qui fait la sympathie de ces Jeux mondiaux. C'est long, Jérôme, d'attendre après les cavaliers qui montent en fin d'après-midi, ils gèrent leur temps, c'est-à-dire qu'ils regardent le début de l'épreuve pour un petit peu prendre la température, et après ils vont faire autre chose, ils vont retravailler leur cheval, ils sortent un petit peu du site pour revenir en début d'après-midi, parce que si on regarde toute l'épreuve, on ne sait plus... Ça se finit jamais. C'est pas qu'on ne sait plus monter, mais on a tellement l'habitude de... Enfin, on regarde des chevaux et du coup on sort un peu de la motivation et de la concentration. Comment vous ressentez justement le moral de vos troupes pendant cette journée? Parce qu'il y a beaucoup de pression, on est sur un championnat du monde qui démarre. Est-ce que c'est important de sortir du stade, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on va vraiment s'oxygéner? Comment on gère ce timing? Après, je dois dire, Jérôme pour l'équipe de France ou moi pour l'équipe de Suisse, on est quand même avec des gens qui sont professionnels, des gens qui sont quand même habitués aux grandes échéances.
Donc ils savent gérer la pression, ils savent organiser leur temps. Il y a quand même toute l'année des grosses compétitions, donc ça fait un peu partie pas du rythme journalier, mais c'est quand même quelque chose que normalement on est habitué à gérer. Ouais. Les Français? Ouais, par contre, c'est quand même des épreuves, une épreuve de cette longueur-là, sur toute la journée, c'est un tout petit peu spécial. Donc effectivement, je pense qu'il faut faire autre chose pour un peu sortir du contexte. Vous, Alban, pas question de faire autre chose, vous avez tout regardé? À tout regarder, évidemment, on savoure tout. C'est vrai que c'est passionnant de découvrir plein de cavaliers, de chevaux, ou des chevaux qu'on a déjà vus, mais qui sont montés par d'autres, et de voir s'ils ont progressé, au contraire régressé. Enfin, il y a 1000 choses passionnantes. Je pense que pour le grand public qui connaît mal, c'est quand même lourd. Il y en a beaucoup, 153, c'est quand même rare. Et heureusement maintenant que l'épreuve en 2 manches qui va suivre maintenant mercredi et jeudi se fait sur 2 jours. C'est le cas depuis Aix-la-Chapelle en 2006. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus digeste. C'est encore plus intéressant et passionnant parce que c'est une histoire qui évolue au fil des jours et pas seulement au fil des tours. Donc je trouve que c'est un vrai plus. Et puis maintenant, ce serait même impensable de revenir en arrière vu les 35 équipes ou 34 finalement au départ. Alors, si vous les avez tous suivis, il y a une bonne surprise dans cette journée. Je ne sais pas, un coup de cœur, un couple qui vous a particulièrement impressionné? Il y en a beaucoup qui m'ont impressionné. C'est difficile en fait, parce que là on est en plein dedans. On a couru du stade pour venir ici et on n'a pas encore vraiment digéré la chose, ni l'échec des Suisses, ni d'autres. Les chevaux qui ont vraiment très bien sauté, c'est l'équipe allemande. On fait vraiment 4 parcours en maîtrisant vraiment le parcours du début à la fin. Enfin, il n'y a pas un cheval qui a sauté un peu moins bien que l'autre. Après, on les attendait, hein. Ouais, les sont champions du monde entier. Toutes les nations qui sont... Moi j'ai vu une Tchécoslovaque avec un assez grand cheval qui sautait vraiment bien, qui a fait le parcours. Je crois qu'elle avait eu une petite faute, mais super parcours aussi. Donc des nations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ça c'est évident. Et quel est votre avis d'abord sur ce parcours, avant qu'on analyse un peu les résultats de chacun? Quel est votre avis sur ce parcours? Nous, quand on est arrivé dans le stade, les gens qui ont marché la piste nous ont dit ça va, ça commence assez gentiment. Oui, il y avait des cotes très raisonnables, avec un parcours qui était... Combien? C'était quoi les cotes? 1m50? 1m45-50. Je crois qu'il y avait un vertical 1m55, tout le restant, premier Roxer devait faire 1m40-45 derrière, et après ça faisait 1m50, tout le parcours avec peut-être un vertical 1m55. Ça paraissait plus délicat que massif. Alban? Il me semble, vu mon grand âge, j'ai vu tous les Jeux mondiaux ou tous les derniers championnats, il me semble que vraiment c'était la chasse plutôt la plus facile à l'œil nu, comme ça, aux premières impressions, qu'on avait vu depuis très longtemps. Ça frappait quand même pas mal de concurrents, alors qu'en général, les cavaliers, à la reconnaissance, ils ont plutôt tendance à dire c'est sacrément difficile pour s'enlever un peu de pression. Là, tout le monde était un peu d'accord. Maintenant, on a vu au fil des tours qu'il y avait quand même des difficultés techniques, des difficultés visuelles, notamment avec la falaise d'Étretat, mais avec encore d'autres enchaînements, et que finalement, il y avait pas mal de fautes, surtout si on voulait prendre des risques. Et je crois que finalement, Frédéric Cottier a très bien joué, parce que ces nations viennent du monde entier. On est très content de l'universalisation du sport. Il y a 34 équipes. Et donc, ce serait quand même cruel que le premier jour déjà, ils soient écœurés. Donc, c'est très, très bien. Parce que le premier jour, tout le monde a pu se faire plaisir. Parce qu'on a même vu vraiment des inconnus sortir sans faute ou avec une barre, mais en allant gentiment. Par contre, dès qu'on voulait vraiment prendre des risques, on s'exposait à des dangers. Et on l'a vu avec quand même quelques favoris qui sont déjà très loin au classement. Même si les 10 premiers sont des cracks, donc je trouve que c'est bien parce qu'il y a quand même des meilleurs devant. Personnellement, j'aurais vraiment préféré qu'il y ait quand même une option plus difficile. Par exemple, le 8, où on pouvait soit aller à gauche, presque personne l'a fait, ou bien les Bruxelles à droite. Je crois qu'il n'y a pas un cavalier qui a pris le double de verticaux. Il y en a quelques-uns, mais 3-4. Il y en a un qui est tombé même. Mais si on avait fait vraiment un double de Palang de Bruxelles bien plus sévère, mais qui fasse vraiment gagner 4-5 secondes, on aurait vraiment eu un peu une vraie option et un vrai tri. Je trouve qu'il manquait quand même ça pour ça faisait quand même gagner beaucoup de temps, parce que sinon tu devais aller tout derrière le numéro 2. Personne ne s'est posé la question de savoir non, c'est sûr. À gauche ou à droite. C'est clair que pour les grands favoris, c'était pas...
parlait de chute, justement, dans les 25 premiers, il y en a 4, je crois, qui sont tombés. Enfin, il y a une grosse surprise. Il y a quand même eu 7-8 chutes à la fin de la journée. 8 éliminés sur les 25 premiers déjà. Alors, dès le début, on s'est dit oulala, parce que ça paraissait pas si difficile des favoris, que ça. Et Doda pour le Brésil et Jos Verlooy pour la Belgique. Même si Jos est jeune, il a déjà de l'expérience. Il a quand même fait un bon championnat d'Europe l'année dernière. Ça fait mal quand même dès le début. Hein. C'est dur à gérer pour une équipe et en début de championnat comme ça. Ça ajoutait du sel à l'épreuve parce que du coup, on savait que les Brésiliens, ils n'avaient plus droit à l'erreur, les Belges non plus, etc. Donc je trouve que ça a mis du piment. Mais c'est évidemment dur. Mais enfin, ceux-là, ils peuvent encore jouer les médailles parce qu'ils peuvent jouer l'équipe. Donc Doda, il peut très bien ensuite être très utile au Brésil ces 2 prochains jours et monter sur le podium. Pour les individuels, évidemment, c'est plus rude. Les individuels qui sont éliminés sur ce parcours de chasse, qui eux ne peuvent plus repartir. Ils ont parfois sauté 1, 2 obstacles, pas plus. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y en a qui sont très contents ce soir. Ce sont les Français. Je vous propose qu'on écoute les réactions des 3 premiers cavaliers français. Patrice Delaveau, Pénélope Leprévost, mais tout de suite celle de Simon Delestre qui a ouvert les hostilités pour la France. Écoutez. C'est pas aujourd'hui le classement qui compte, c'est vraiment le temps et de ne pas être loin dans les écarts de temps. Je pense que j'ai un parcours quand même assez rapide parce que voilà, on voit ceux qui sont juste devant à 1 seconde comme Christian, c'est des chevaux qui ont fait des parcours vite. Donc voilà, je voulais vraiment me placer dans le peloton, dans le bon peloton et puis ça permet de faire vraiment une bonne entrée en matière pour le reste de l'équipe. La consigne, c'était vraiment de faire le tracé que j'ai réussi à faire avec Classique. J'ai dû en mettre une foulée sur le mur là-haut puisqu'il a été inquiet, donc j'ai refait une 8e tout de suite à l'extérieur. Pour le reste, j'ai eu vraiment les contrats dans le tempo que je voulais. Voilà, ça a donné le temps qui était vraiment plus que satisfaisant. Donc voilà, c'est vraiment bien de rentrer comme ça. Surtout que Classique, c'est toujours le premier tour qui est le plus difficile de l'installer dans la compétition. Après, il se relâche et il est toujours mieux au fil des parcours. C'est sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, la barre coûte cher. Donc il faut vraiment essayer, forcément, à chaque fois, le premier jour, je fais toujours un tour de travail avec Classique en vue du Grand Prix. Aujourd'hui, il fallait faire un tour rapide et sans faute. Donc forcément, il ne fallait rien laisser au hasard. Mais le cheval a répondu plus que présent et de toute façon c'est vraiment un cheval extraordinaire et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Et maintenant on écoute Pénélope Leprévost qui elle aussi termine rapide et sans faute. Je pense que j'ai fait 7 foulées trop courtes pour aller au mur. J'avais vu les autres qui étaient plutôt un peu ouverts en 7 foulées ou qui faisaient 8 foulées. J'ai voulu anticiper ça mais j'ai trop exagéré et après je ne me suis pas méfiée. Je pense que je suis arrivée à peu près normal sur l'Auxerre d'une demi-tour à droite mais j'ai pas... Bon, le jument a failli pas couvrir tellement la sauté haut. En fait, j'aurais dû mettre plus de jambes. Donc du coup, j'ai relancé après sur la rivière, encore un peu trop long, sauté trop haut. Bon, bref, il y a eu 2-3 obstacles un peu justes, mais je pense qu'elle s'est relâchée quand même à la fin. Je pense que malgré le petit passage difficile au milieu du parcours, elle a fini quand même bien. Après, ça dépend quel parcours va mettre Côtier. Aujourd'hui, c'était pas très haut, franchement, mais par contre, on a vu quand même qu'il y a pas mal d'hécatombes. Il y a des sans faute lents, mais dès qu'on risque un petit peu de faire un bon chronomètre, où il y a des chutes, il y a vraiment des trucs assez vraisemblables. Donc, je sais pas ce qui va se passer demain, mais de toute façon, je pense qu'on peut compter sur Flora. Et on va revenir évidemment sur les stratégies des équipes notamment, mais d'abord on va écouter notre meilleur Français ce soir, Patrice Delaveau, 2e avec Orient Express HDC, juste derrière Bertram Allen. Écoutez Patrice. Le cheval était en super forme, maintenant invincible, non, parce que ça reste... moi je suis qu'un cavalier, lui un cheval, on peut toujours faire se rater. Par exemple sur le dernier, au-dessus du dernier, j'ai vraiment craint la faute parce que le cheval était un petit peu asphyxié. Je me suis retrouvé un petit peu seul au-dessus du dernier et il a tiré les pattes, il n'a pas fait la faute. Donc il s'est vraiment très très bien donné aujourd'hui, il a tout fait pour pas toucher. De barre, je l'ai pas protégé parce que comme on peut voir le résultat, 2e juste derrière Bertrand à très peu de temps de lui. C'est un garçon qui est extrêmement rapide. Flora qui est une jument aussi très très rapide, donc comme on dit dans notre jargon, j'ai tapé un petit peu dedans aujourd'hui. Voilà, maintenant c'était un petit peu mon choix de bien démarrer le championnat et en espérant que ça nous contienne le coup jusqu'au bout. Alors les Français, Patrice dit c'était son choix de commencer un peu fort. De taper comme ça. De taper. Les autres l'ont fait aussi, semble-t-il. Est-ce que c'était la stratégie de l'équipe de France de commencer fort? Après, c'est en fonction de son cheval, on choisit un peu la stratégie, mais c'est des chevaux qui sont naturellement vite et rapides sans les entamer forcément pour la coupe le lendemain. Donc ils peuvent courir l'épreuve sans risquer de faire des fautes le lendemain. Donc je pense que c'était effectivement le choix le plus judicieux.
moi, je n'avais pas l'impression qu'ils avaient les chevaux dans le rouge, qu'ils ont vraiment entamé leurs chevaux. J'ai trouvé que c'était. Non, parce que les chevaux sautaient bien. Les chevaux sautaient bien. Donc, ils ont déroulé leur parcours en prenant un petit peu de risque, mais ils n'avaient pas un cheval dans le rouge, quoi. Pour l'instant, la France, ça c'est sûr, est en tête après le premier jour. On a toujours un petit peu de mal à avoir les résultats officiels par équipe. On met un petit peu de temps à compter de façon très officielle. Les résultats, on vous les donnera évidemment dès qu'on les a. Mais a priori, la Suède serait deuxième, les États-Unis 3. Et derrière, on aurait l'Allemagne, les Pays-Bas. Les nations fortes sont devant, ça c'est sûr. Mais rien n'est joué. Et ça, vous le savez, Alban, mieux que tout le monde, parce que vous l'avez dit, vous avez tout suivi. Et à Lexington, certaines équipes sont remontées de très très loin. Absolument. Et la France et la Belgique notamment, mais c'est vrai qu'il y a toujours des rebondissements dans notre sport et c'est aussi la beauté de ce sport-là. Et puis les parcours seront plus difficiles, sensiblement plus difficiles. On va que sensiblement chef de piste. Parce que nous, on s'attend demain déjà à voir. Non, je pense que demain, ça va être beaucoup plus difficile. Je pense que ça va être déjà plus haut, plus large et puis beaucoup plus technique. Et jeudi, reprendre encore une marge sûrement un triple demain. Mais c'est vrai qu'il faut faire le tri déjà demain parce qu'on n'a pas vu les classements, donc on ne sait pas, mais on savait au départ qu'il y avait presque une quinzaine d'équipes pour des médailles. Et c'est incroyable, c'est nouveau. Et donc il faut vraiment que demain, les 10 meilleures équipes puissent jouer le jeu du podium jeudi. Donc, je pense pas que devant, il y a, à la tête du classement, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger demain parce qu'on a quand même vu des chevaux qui sautaient très bien. Il faudra attendre jeudi, un peu de fatigue. C'est la fatigue qui va jouer un peu ? Oui, peut-être. Non, mais... La fatigue, après la pression de la médaille ou quoi, mais je pense pas que demain, ça va beaucoup changer. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que déjà dès demain, la faute, comme il y a très peu d'écart de score, la faute va énormément coûter. Et déjà, on va avoir déjà pas mal de bouleversements dès demain. Non, mais je parle pour vraiment en tête du classement, quoi. Ouais, mais ça va bouger quand même, je pense. Hein. On espère que ça va pas trop bouger quand même. Ah non, si, quand même, si. Ça va bouger. Mais c'est vrai que de toute façon, ça bouge toujours. Et puis, je crois quand même que l'Allemagne, Jérôme le disait, l'Allemagne, la Hollande aussi, on fait quand même très forte impression. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui vont remonter parce qu'il y a toujours une équipe qui aligne 300 fautes tout à coup à la suite et puis qui fait un bon classement. Donc je crois que ça va vraiment être passionnant. On a toujours des surprises dans ces championnats du monde. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises d'équipes qu'on n'attendait pas forcément ou des cavaliers qu'on n'attendait pas forcément? On parlait tout à l'heure d'une Tchèque, mais bon, il n'y a pas d'équipe. Non, mais il y a la Colombie qui a aligné 300 fautes et puis 4 points de... Non, 200 fautes et Bowman et Dario 4 points, mais bon, on a vu des chevaux qui sautaient bien, ils ont l'air vraiment bien dans le championnat. Le Qatar qui est là aussi, hein. Ouais. On les voit arriver, les Qataris aussi. Ils ont pas mal sauté. Alban. Bon, le Qatar, ils ont quand même 2-3. Avant, on pensait qu'ils avaient une ou deux individualités, puis là, on a vu qu'ils avaient quand même vraiment une équipe. Ouais, maintenant, ça fait quand même une année qu'ils ont quand même 2-3 cavaliers qui sont quand même réguliers sur le global. Donc, moi, c'était plus. Oui, mais un championnat, c'est quand même autre chose. Et par exemple, Jane Richard Phillips, qui a pas une journée très, très heureuse, elle le disait vraiment après son parcours, c'est son premier grand championnat. Ça n'a quand même rien à voir. Un championnat, c'est un championnat. Donc, même si on est régulier dans les Grands Prix de 5 étoiles, on n'est pas forcément régulier du jour au lendemain. Quand on monte individuel ou quand on monte en équipe, c'est quand même différent, quoi. Individuel, on loupe un Grand Prix, justement, voilà, c'est triste, mais on rentre à la maison. Mais là, on joue pour l'équipe. Voilà, on joue pour l'équipe, on veut quand même réussir. On est tous d'accord ici pour dire que l'équipe, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau finalement. Une médaille par équipe, on est tous d'accord là-dessus. Oui, ça c'est certain. C'est absolument pas la même épreuve que toutes les autres épreuves. C'est-à-dire on vibre autant pour le parcours du collègue que pour le sien, voire plus pour celui du collègue que le sien. Et on est là au paddock pour essayer de fédérer l'équipe. Enfin, je crois que c'est une épreuve complètement à part et on monte pas pareil en équipe. Comment on gère ce rôle de réserviste, messieurs? Parce que j'imagine qu'il y a un peu de déception quand on apprend la sélection, mais après, comment est-ce que ça se gère? Comment vous avez appris ça, vous? Moi, j'ai appris hier. Je crois déjà, en premier, il ne faut pas montrer qu'on est déçu. Et puis, enfin, bien sûr, on est déçu, mais il faut essayer quand même de rester motivé et puis de rester motivé avec le reste de l'équipe parce que
c'est de la faute à personne que, enfin c'est pas de leur faute que nous soyons réservistes. Et puis je crois qu'il faut essayer de faire le plus qu'on peut pour les encourager, pour montrer qu'on est là et que qu'il y a un esprit d'équipe. Qu'il y a un esprit d'équipe. On est 5 et on est 5 pour aller au bout de la semaine. Hein. Oui. Mais ces deux-là, ils ont quand même été de toute grande classe hier et je crois que tout le monde l'a souligné. Donc vous êtes deux gentlemen horsemen et bravo parce que c'est magnifique. Moi j'ai appelé Romain pour mon papier. Déjà ça m'ennuyait de lui casser les pieds, de lui demander son sentiment. Mais bon, le quotidien voulait ça. C'est normal aussi. C'est notre métier, parfois de casser les pieds un peu. Absolument. Et Romain, il était déjà focalisé sur l'année prochaine. C'est les Européens, les Jeux Olympiques. Ma jument n'a que 10 ans. Elle aura 12 ans. Et puis je vais les aider jusqu'à dimanche. De toute façon, je serai là jusqu'à dimanche. Je trouve que c'est chouette. C'est quoi, Jérôme, je crois que Philippe Gerda et tout le monde a souligné à quel point. Je pense que si on est 5e, notre rôle, c'est pas de pleurer dans un coin et dire c'était ma malchance, je suis 5e. Non. Si on accepte de venir à un championnat, on sait qu'on peut être 5e. Même un leader d'une toute grande équipe, il peut avoir un problème à la visite, un problème au warm-up et le chef d'équipe peut dire ok, maintenant je te mets 5e. Et le rôle du 5e, c'est pas de pleurer dans un coin et de dire mais j'ai toute la misère du monde. Non, je crois que c'est déjà en premier déjà chouette de pouvoir participer à un tel événement, même en étant seulement réserviste. Et le rôle du 5e, c'est aussi d'aider l'équipe. Et moi, j'ai appris ça depuis une année et demie que je peux monter avec la Suisse. Notre meilleur leader, c'est Steve Gerda, qui est venu quelquefois en 5e pour une Coupe des Nations et qui a toute l'après-midi aidé l'équipe. Et je crois que le rôle d'un 5e est aussi important. Et en individuel, on a un jeune prodige, 19 ans, irlandais, Bertram Allen. Qu'est-ce qui fait sa force? Il est juste génial ou il est froid. Il est irlandais, juste génial aussi. Il nous bluffe depuis. On l'a vu tout l'été gagner avec des chevaux différents. Il maîtrise son sujet formidable. Et puis cette jument-là, il la connaît très bien parce que je pense que ça fait déjà au moins 4-5 ans qu'il saute avec cette jument-là. Il a 12 ans, il gagne quoi. Il a tout gagné à poney, il a tout gagné à junior, il a tout gagné en jeune cavalier. Je crois qu'il ne se pose pas de questions, il est sûr de lui, quoi. Ce qui est chouette, et ça a changé depuis quelques années, ces dernières saisons, on voit qu'on fait confiance aux nouveaux ou aux jeunes. Avant, il fallait, bien sûr que l'expérience est capitale et qu'il faut, si possible, au moins 2 piliers dans l'équipe. Mais enfin, on l'a vu là, avec les Belges qui ont gagné avec sa chapelle et qui ont fait des choses sensationnelles, qui avaient osé mettre Jos Verlooy il y a 17 ans et demi, qui n'avait jamais couru une Coupe des Nations au championnat d'Europe, puis c'est le meilleur de ses cavaliers. Et je crois que maintenant, on a compris que c'est génial. D'abord, les Français avaient gagné en 2002 à RRS avec 2 anciens et 2 jeunes. Et il y a beaucoup d'équipes qui y pensent quand même maintenant dans leur sélection. Couple, et puis surtout un couple qui est en forme. Quoi. Le gars qui gagne des grands prix l'été et tout, il faut le mettre, même s'il a 19 ans, peu importe. Moi, je crois que ce qui est important, c'est quand même d'avoir un pilier qui a de l'expérience pour gérer cette pression d'un championnat et qui sait déjà un peu comment ça va se dérouler une semaine d'un championnat. Et puis après, quand on est jeune, on a quand même souvent faim, quoi. Donc, je crois que c'est aussi ça qui fait la petite chose en plus, enfin qui peut faire la petite chose en plus, quoi. On est à l'aube des championnats par équipe, mais Bertram Allen, vous le voyez tenir le cap jusqu'à la fin, éventuellement? Ça pourrait être un pari? Moi, oui. Il est capable. Le cheval saute bien. Je le connais un petit peu, on est assez copains ensemble. Vous dites qu'il est froid, il s'entraîne avec Marcus Henning. Donc il a la fougue de l'Irlandais avec écoutez, je vais vous dire, le calme de l'Allemand et la je suis allé boire un café à 11h ce matin entre 2 parcours de mes coéquipiers. Il était assis à 2 mètres de moi, j'avais pas l'impression qu'un quart d'heure après il allait se mettre à cheval, quoi. Je suis revenu, il était à cheval, comme si de rien n'était, comme si on était un 3 étoiles, je ne sais où en Europe, normal, quoi. Voilà, il est comme ça et je crois depuis qu'il est né, il est comme ça. Alors, évidemment, un championnat, c'est long, on l'a dit. À quoi on peut s'attendre demain, à votre avis? Est-ce que ça va se jouer sur les barres? Est-ce que ça peut aussi se jouer sur le temps, puisque les écarts sont très serrés? Et qu'est-ce que vous préféreriez voir, vous, justement? Un parcours très gros, très difficile, technique, le temps accordé, c'est quoi la magie, ce qui va faire la magie de ce championnat? Je pense que Frédéric Cottier va assez bien doser. Il va faire un parcours nettement plus
plus sélectif qu'aujourd'hui. Il va forcément serrer le temps parce que c'est pousser à la faute et faire prendre des points vraiment en obligeant les chevaux à avancer. Et puis ça va faire la différence comme ça, je pense. Alban, vous, ce Bah serait oui, quoi c'est votre vrai que le scénario chrono, idéal? je comprends Romain, mais en même temps, c'est vrai que chrono un peu plus court, ça évite aussi de mettre peut-être les auxerres vraiment hyper larges et les obstacles trop hauts. Donc, il faut une combinaison de tout ça, mais je pense Frédéric va trouver ça. Ouais, En tout cas, chapeau aussi pour l'esthétique des parcours qui était magnifique. magnifique. Tous les obstacles, la décoration, pas trop de pub non plus sur la piste. Magnifique. C'est aussi votre avis, le décor? Ouais, il y avait vraiment des obstacles recherchés et ça faisait vraiment une belle piste. Vraiment une belle piste. Bon, alors on s'attend à de belles épreuves encore sur les jours à venir. Et demain, pour la première manche de la Coupe des Nations, comment vont les Français ce soir, là, après la chasse? Ils sont repartis, focus, concentrés? Je pense que, on ne sait pas encore, mais ils étaient en train de discuter quand je les ai essayés de l'ordre de passage. Donc ça va sortir. Parce qu'on peut changer l'ordre de passage? Tout à fait. Entre la chasse et la coupe, c'est pas le même ordre. Donc il y a à nouveau un tirage au sort pour l'ordre des équipes, qui n'est pas l'ordre inverse du classement, qui est un tirage au sort à nouveau. Et en fonction du tirage au sort, je pense qu'ils vont décider de l'ordre de passage. Et chez les Suisses, messieurs, comment est-ce qu'on va se préparer et se remettre dans cette nouvelle épreuve qu'est celle de demain? On repart à zéro pour vous un peu, c'est ça? Oui, j'espère surtout qu'ils ne pensent pas que tout est fini, parce que c'est loin d'être fini. Si demain on arrive à aligner 200 ou 300 fautes, je crois on peut quand même rester dans la bataille. Et puis que tout le monde reste motivé. On reste motivé, Alban? Nous toujours, mais eux Alban, aussi, en tribune. Je crois franchement qu'ils vont essayer d'aligner 300 fautes, mais c'est vrai que le résultat comptable, il est catastrophique parce qu'un fût ou une dérobade aujourd'hui coûtait extrêmement cher, a fortiori que tu as le chronomètre, c'est comme ça. Mais les chevaux sautaient très bien, comme le dit Romain. Et les trois ont fait un couac, ou même pas un couac pour Eclipse, parce qu'elle a fait une mini touchette, effleurée l'Auxerre 4. Donc ils peuvent très bien sortir des 300 fautes demain. Moi, je crois demain on peut avoir 300 fautes sans aucun problème, parce que c'est réaliste, parce que on a 3 bons cavaliers, les chevaux sont en forme, donc je crois que ça peut encore changer. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, aux Suisses comme aux Français. Messieurs, merci à tous les trois d'être passés nous voir sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Si jamais vous avez envie de revenir nous parler du saut d'obstacle, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et on parlait justement de ce décor sur la piste du stade d'Ornano. Eh bien, ce décor, on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, Marie Nailly a pu rencontrer ce matin très tôt le chef de piste de ces épreuves de saut d'obstacle, Frédéric Cottier. Écoutez, c'était son jour J. Il fait encore nuit, mais Frédéric Cottier est déjà sur le départ. Il n'a pu dormir que quelques heures. Bien qu'il n'y ait qu'une épreuve par jour, ce sont des parcours qui sont longs à monter parce que ça demande. Les chandeliers ont beaucoup de volume, on essaie de le faire au millimètre près, donc tout ça se prend énormément de temps. À peine son café avalé, et il part dévoiler la première épreuve destinée aux cavaliers. Il le sait, il ne dessinera qu'un seul championnat du monde dans sa carrière. Évidemment, il y a une tension. Il ne faut pas les écraser, les chevaux. Il ne faut pas donner une mauvaise image du sport. D'un autre côté, il faut quand même que les meilleurs soient là et respectent une certaine hiérarchie sportive. Comme le terrain doit être un petit peu mouillé, un petit peu gras, j'avais des mocassins en daim que j'ai pas maltraités. Donc je mets les chaussures un peu plus campagne. Le chef de piste a la charge du tracé du parcours, mais son travail comprend également une dimension artistique. Alors cet ancien médaillé olympique a décidé de mettre la Normandie à l'honneur, à sa manière. Et là, sur les petites barrières où il y a le nom des acteurs américains sur les planches à Deauville, c'est le nom de champion, de chevaux champions normands. J'ai commencé par Pomone avec Pierre Jonquière d'Oriola, c'est assez lointain. Rocher, monté Alexandra, Flambeau, mon cheval. Diamant de Sémilly, Quito de Bossy, Baloubet du Rouet, Crack-Boom et Myrtille qui ont été les 2 champions d'Europe. Et voilà, il ne faut pas que les autres soient jaloux, mais ceux-là étaient 100% normands. Il y en a d'autres, ils étaient à moitié normands. Je ne pouvais pas en mettre non plus des tonnes. Et voilà, c'est un clin d'œil, quoi. Mais il y en a d'autres, des clins d'œil. Il y en a un peu partout sur cette piste aujourd'hui. Reste à présenter son œuvre aux membres du jury, avant l'instant crucial.
Le moment le plus difficile et le plus tendu, c'est toujours un peu le même pour moi. C'est quand le premier cheval rentre sur la piste. C'est comme quand on rentre en piste en tant que compétiteur. On a du trac et du stress derrière. Et puis quand on rentre, on se met à son affaire, on est concentré et puis les choses partent. En général, tout doit bien se passer. Il ne reste plus qu'à recueillir l'avis des 153 cavaliers qui s'élancent toute la journée au-dessus des barres. Alors c'est vrai qu'il est magnifique ce parcours, hein. Tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour en parler, nous accueillons celui qui l'a façonné, construit dans ses ateliers du Mans. Il s'agit de Miaï Simion. Bonsoir. Bonsoir. Tout à fait. Après, je vais être un petit peu humble en sens que moi je suis un peu le cerveau, je mets des guillemets, mais c'est ma sœur et mon frère en fait qui sont les vrais artistes et le cœur de tout ce travail, hein, parce que c'est eux les ouvriers. Et c'est effectivement au Mans, donc à 200 km d'ici, que ça s'est fait. Voilà, ça fait à peu près 5 mois qu'on travaille dessous. Et aujourd'hui, ce matin, enfin c'était hier soir parce qu'on a fini à 10 h du soir, c'était déjà beau de les voir tous ensemble parce qu'on les a vus toujours par petits bouts dans un atelier. Et voilà, un peu la fierté et aussi chaud au cœur parce que le résultat, il est effectivement beau et tout le monde le trouve magnifique ce parcours. Oui, bravo en tout cas pour ces obstacles. On va y revenir sur la façon dont vous avez conçu évidemment ce décor très normand aujourd'hui. On va voir si ça va continuer dans les jours à venir. Mais on a aussi avec nous Anne-Sophie Musset-Agnus. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Anne-Sophie, voltigeuse de l'équipe de France. Les imposés sont passés aujourd'hui. Bon, ça c'est fait. C'est fait. Et en face d'Anne-Sophie, sa maman. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Daniel, vous êtes la longeuse d'Anne-Sophie. Oui. Donc on va revenir aussi sur le décor du Zénith parce que c'est un décor assez spécial aussi. C'est vraiment une salle de spectacle qui a été transformée. Vous allez pouvoir nous raconter tout ça et puis comment on travaille quand on est mère et fille. S'il y a déjà des petites engueulades entre mère et fille, on va s'intéresser à tout ça. Miaï, je voudrais juste revenir avec vous sur ce parc d'obstacles très normand. On savait que ça allait être la Normandie, mais alors là, on a tout eu. On a eu le Mont-Saint-Michel, les falaises d'Étretat, les pommes, les poires, le cidre. On peut pas faire. Il y a encore des surprises pour demain que je ne peux pas malheureusement vous les dire aujourd'hui. Ah bon, mais est-ce que on sera toujours dans le thème Normandie, bien sûr, et des choses sur la France, parce qu'on est quand même en France, qui représente la France. Je ne peux pas en parler plus aujourd'hui, mais pour moi, il y a des choses qui sont encore très belles, qui ne sont pas encore vues. Donc les surprises continueront. Et alors, comment ça s'est passé? On vous a donné une thématique, vous avez travaillé de concert avec Frédéric Cottier, Charlotte Quentin aussi, je crois. Ça a commencé à peu près en janvier, donc après la nomination donc, en tant que constructeur, donc après les échanges avec le comité. Donc beaucoup de travail en échange avec Charlotte Quentin qui a dessiné les obstacles avec Frédéric, donc sur les thèmes. Bien sûr, après, remettre une idée qui est en dessin, en pratique, que ce soit un obstacle, que ça soit sécurisé, que ça correspond au poids, aux normes, c'est tout notre travail. Donc c'est, comme je disais, 5 mois pleins, voire, comme je dis, depuis début janvier, on a commencé la création, les projets, les dessins, les schémas avec un architecte. Donc, ça fait pas si longtemps finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot, j'imagine. Oui, c'est énorme, c'est énorme, mais avec à peu près 7 personnes, hein, donc le travail a été fait par 7 personnes, et avec des horaires parfois poussés pour en arriver au résultat. Voilà. Bon, mais le résultat, forcément, vous en êtes content. Voilà, je pense que vous-même, hein, vous l'êtes, donc si ceux autour de moi, ils sont contents, je le suis moi-même, mais je suis fier, et comme je dis, pour ceux qui ont travaillé dessous, parce qu'on ne les voit pas là, personne ne les connaît. C'est un peu, comme je dis, l'ombre en fait, de Jumping MM, l'obstacle, ce qui est la société aujourd'hui. Moi, on me connaît, les gens me voient souvent, mais on ne connaît pas qui sont les vrais artistes. Voilà. Et combien de nouveaux obstacles on va découvrir demain sur le parcours par équipe? Attendez, je calcule 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 5 nouveaux qui n'ont pas été encore vus, qui arrivent demain sur la piste, et il y en a encore qui vont être réservés pour après-demain. Mais juste, il y a des obstacles qui sont très imposants. On voit le Mont-Saint-Michel avec la Manche, c'est quoi? C'est très lourd. Comment vous fabriquez les obstacles? C'est quoi la matière? Par exemple, bon, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Après, ce qui est difficile, voilà, par rapport à quoi on construit les obstacles, c'est aussi une histoire de sécurité. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel matériel. Il faut qu'on soit sur des matériaux qui respectent et qui soient les normes, vous savez, pour la fabrication, respectent le cheval, qui respectent tout derrière, donc que ce soit la sécurité pour le cavalier et le cheval en premier temps. Globalement, toujours les obstacles ont été en bois, donc la majorité des choses est en bois, les barres sont en bois. Après, par exemple, tout ce qui est sculpture sont sculptés en polystyrène,
Et après, c'est appliquer une couche de fibre de verre et de résine qui fait que ça devient une statue suffisamment rigide que ça tient et que ça ne soit pas lourd. Parce que vous imaginez si on fait une statue comme le Saint-Michel ou un Mont Saint-Michel. En pierre, là tout de suite, c'est plus compliqué. Les bénévoles, voilà, ils vont avoir mal au dos. Ça sera peut-être un peu difficile. Voilà. Donc, par exemple, le Mont Saint-Michel, c'est une pièce très imposante. Elle n'est pas lourde, elle est coupée en 3. Ça a pris à peu près 3 semaines pour la fabriquer. Voilà. Ah, allez-y, Angèle. Et on en a vu aujourd'hui, notamment les falaises d'Étretat, elles ont posé quelques soucis. Hein. Il y en a qui se sont complètement déviées sur la droite, qui ont sauté entre les deux falaises. Il y a un refus, une chute, ça casse. Comment ça se passe pour vous? Normalement, il y a de la réserve. Normalement, il y a de la réserve. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des obstacles qui sont plus fragiles que d'autres. On le sait, qu'il y a un risque. Donc, ça a été calculé à l'avance. Donc, en fait, sur les barres, sur les barrières, il y a des choses qui ont été prévenues en double. Plus, j'ai une équipe, on a une équipe sur place ici, qui sont là pour intervenir si besoin. Ça veut dire que dans les 5-6 minutes, qu'on puisse tout mettre en place comme était initial. Parce qu'on ne peut pas, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on ne peut modifier rien par rapport à l'obstacle qui a été posé initialement au début de l'épreuve. Il faut que tous les cavaliers soient exactement la même chose. Eh oui, voilà. que ce ça, soit c'est pas mon travail, mais monde. moi, je dois assumer que ça se passe exactement. Voilà, et c'est le chef de piste qui est le responsable. Vous avez presque tout en double. Beaucoup de choses en double. Ça fait beaucoup, il faut des Donc ça stocks. fait en fait beaucoup plus de travail quand vous voyez une maison normande, c'est que derrière, il y a encore des choses. Alors, on a vu un très beau décor sur le stade et on a découvert aujourd'hui un site de compétition. Vous aussi, vous l'avez découvert, ce site, mesdames. Mais enfin, vous l'avez découvert hier, vous déjà, vous avez pu vous entraîner. Ça fait quoi d'être dans un zénith? C'est une salle de spectacle. C'est bien pour la voltige? Ça fait plaisir d'être dans cet endroit? Ça fait plaisir, surtout quand on a autant de spectateurs français qui sont là pour nous supporter, clairement. Après, c'est une piste très impressionnante et pour être honnête, c'était encore plus impressionnant hier à l'entraînement parce qu'il y avait, je pense, des lumières qui étaient encore en cours de réglage. Et c'était assez peu éclairé quand même sur la piste, même si c'était très éclairé. Et au contraire, le public était vraiment très obscur. Et donc les chevaux ont plutôt bien réagi hier à l'entraînement. Et pour ma part, moi j'étais plus impressionnée parce que de temps en temps les voltigeurs regardent un peu loin. Et quand il n'y a que la piste qui est éclairée, au final on ne peut pas regarder loin parce que le reste est obscur et on ne voit rien du tout. Par contre aujourd'hui, je pense qu'ils ont un peu mieux réglé les lumières. C'était un peu plus éclairé sur la piste et un peu moins la pénombre aussi dans les tribunes, même si ça restait un peu en pénombre. Et aujourd'hui c'était extrêmement impressionnant mais extrêmement beau de pouvoir évoluer dans une telle arène. Et la piste est globalement, paraissait éventuellement petite à la base et finalement était très très grande et suffisante pour que les chevaux puissent y être à l'aise. Daniel, vous avez senti le cheval différent lui aussi par rapport à ce décor? J'ai perçu le cheval correct. C'est une de ses premières compétitions à ce niveau-là, c'est la première, puisqu'il a qu'1 an et demi de voltige et qui n'a pas vécu beaucoup de terrains différents. En dehors, on rentre de Saumur, on a fait 2 galas. Et donc c'était déjà des ambiances un peu chaudes, mais là c'était particulièrement impressionnant. Mais je pense que le cheval a un mental exceptionnel. Ce cheval-là a un mental exceptionnel. Et vous lui faites confiance donc pour les 3 prochains jours? Tout à fait. Hein, parce qu'il va y avoir 4 jours. Hein. Oui, oui. Ah non, mais oui. On est parti, on veut. Alors justement, vous parlez de l'ambiance. L'ambiance, on la connaît dans le stade, on l'a vu déjà plusieurs fois. Comment c'est dans le Zénith, justement? Les gens viennent voir la voltige et ça fait plaisir aussi de voir des gens qui viennent pour la voltige. Oui, alors je pense aussi que dans le public, il y a quand même beaucoup de connaisseurs au final de voltige qui viennent et qui ont pu venir. Pour Désimposer, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et c'est très agréable parce que c'est notre première entrée en piste, c'est celle où il faut qu'on soit au top dès le début et de se sentir porté comme ça par tout le public français, c'est vraiment magnifique. Après, on espère qu'il y aura encore plus de monde demain, mais pour une première, c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de public français. Alors, public tout court. Public tout court, mais bon, ça fait quand même du bien de se sentir soutenu par les Français, ça c'est sûr. Ça fait quoi de rentrer sur la piste des Jeux mondiaux? Pour être honnête, je pense que je me le dis pas. C'est plus a posteriori certainement qu'on le réalise, mais quand on y rentre, pour ma part, ce que je me dis, c'est juste c'est une piste comme une autre, fais-toi plaisir et après tu verras. Mais au moment M de rentrer sur la piste, je me dis absolument pas fais attention, t'es aux Jeux équestres mondiaux, c'est pas n'importe quoi. Non, je fais ce que j'ai à faire et après on a le résultat et on a tout le reste qui joue avec. Ouais.
Alors après, on va aussi vous demander ce que ça fait de voir sa fille rentrer aux Jeux mondiaux et de rentrer aussi vous, Daniel, avec le cheval aux Jeux mondiaux et vos impressions. Anne-Sophie, vous êtes 14e après les imposés. Les deux autres Françaises qui étaient en compétition, ce sont les deux Manon. Manon Moutinho qui est 23e et Manon Noël 26e. Ça s'est bien passé aussi pour les garçons puisqu'on l'a dit. Pour l'instant, Jacques Ferrari est en tête après les imposés devant Nicolas Andréani 2e et Vincent Henel est lui 8e. Et puis il y avait les équipes ce matin aussi et l'équipe de France a bien démarré avec une 4e place après les imposés. Je vous propose d'écouter tout de suite deux des voltigeurs de l'équipe, Rémi et Clément. On est une bonne entrée en matière avec quelques petites fautes, mais ça va. On s'est passé, on a fait avec ce que le cheval nous a donné aussi. Nous, on a fait quelques petites erreurs aussi. C'est humain, c'est le sport de haut niveau et c'est pas catastrophique du tout, mais on reste positif et on pense surtout à la suite qui va arriver. Qu'est-ce que vous pensez du comportement du cheval ? Alors je pense qu'il a été un peu impressionné par la piste au tout début parce qu'il a été, la piste est très très regardante. Après on va pas lui jeter la pierre non plus, je veux dire ça reste un animal. Il lui a fallu à peu près 1 minute pour rentrer dans son galop habituel, mais ça c'est plus notre point de vue à nous. On sait qu'au niveau des juges, les juges adorent le voir très dynamique et très dedans. Donc on se fait pas de soucis là-dessus, c'est juste nous, il a fallu qu'on s'adapte un petit peu et je pense que lui de toute façon on va sortir les notes, donc ce que nous on a peut-être perdu, il va nous les remonter. Alors comme le disait Mehdi, ce sont vos premiers Jeux mondiaux, véritablement. Non. Vous êtes... Il y a eu Ex. C'est Lexington? Non. Rérez? Oui. Mais vous avez quel âge? Voilà. Ah, je ne suis pas allée chercher si loin. Voilà, Rérez 2002 et après j'ai eu 2 périodes creuses, manque de cheval et blessure l'année d'avant pour Lexington qui ne m'a pas permis donc de partir à Lexington. Ok. Voilà. Et donc vous êtes 14e. Est-ce que pour vous c'est le résultat dans lequel vous vous situez habituellement ou vous êtes déçue, heureuse? Alors habituellement c'est un peu compliqué parce que comme le disait ma mère tout à l'heure, j'ai un cheval qui a 1 an et demi de voltige. Donc je retrouve on va dire très haut niveau en ce moment. J'ai donc ce cheval sur lequel je peux compter proprement parler depuis début mai. J'ai fait quelques internationaux qui m'ont permis un peu de monter dans le classement. Et globalement, je vais dire que 14e, c'est plutôt un petit peu décevant. Maintenant, ça reste des Jeux équestres mondiaux. Rien n'est terminé. Il y a un 2e passage demain qui est le programme libre. J'ai fait une petite erreur aujourd'hui et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et on fera tout pour que demain, ce soit un peu mieux qu'aujourd'hui. Daniel, on le dit, Papillon a très peu finalement d'expérience en voltige. Comment est-ce qu'on arrive à amener un cheval en si peu de temps justement sur un événement comme les Jeux équestres mondiaux? C'est beaucoup de travail. La question. C'est du travail régulier, quotidien à la monte. C'est vous qui montez le cheval? Oui, tout à fait. Je suis aidée par une personne très qualiteuse dont je ne donnerai que le prénom qui s'appelle Delphine. Je pense que j'ai un cheval très coopérant qui comprend très vite et ça a beaucoup aidé sa progression qui s'est faite énormément par paliers puisqu'au début il avait même peur d'une pomme de pin qui craquait et qui tombait derrière lui. Donc on a eu des problèmes sur tous les frottements, sur le tapis, etc. Il accélérait. Ce qui n'est pas très pratique là pour vous. Voilà, il partait un petit peu la tête en l'air et de jour en jour, avec pas mal de friandises, je dois dire, il s'est calé, il a compris qu'on ne lui voulait rien de méchant. Et disons que j'ai une relation très très proche avec mes chevaux toujours et avec lui en particulier. Il est chez moi. Ça aide beaucoup justement à la progression. Ouais, je pense. Il a 2 heures de paddock par jour. Il a une vie de rêve, je crois, où je lui souhaite et il nous le rend bien. Bon, et alors maintenant, je voudrais savoir un petit peu comment ça se passe toutes les deux, parce que mère-fille, vous travaillez ensemble depuis longtemps en voltige, vous êtes très proches l'une de l'autre, depuis toujours. Oui. Vous êtes très proches. C'est pas trop difficile, Anne-Sophie, d'avoir sa maman au bout de la longe? Est-ce que c'est finalement mieux dans le terme de confiance, ou parfois c'est un peu difficile? Je crois qu'aujourd'hui, c'est que du bonheur. Après, ça fait donc depuis toujours qu'on est toutes les deux, plus un autre cheval qui a changé au cours des années. Il y a certainement des années où ça a été plus compliqué, peut-être à l'adolescence, ce genre de choses, forcément. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment que du bonheur. Il y a une complicité forte. Le fait aussi que ce soit donc, chez ma mère, que je puisse m'entraîner régulièrement, ça aide énormément pour retrouver confiance avec le cheval, avec le longeur, et que ce soit un vrai trio. Et globalement, non, pour moi, c'est une chance aujourd'hui de pouvoir faire ça avec ma maman.
Et pour vous, Daniel, c'est double stress ou vous arrivez à occulter le rôle de la mère? Je pense qu'il y a plus de stress, tout à fait. Non pas d'une blessure, mais d'un ratage, avec une déception qui va avec, et qu'on est beaucoup plus dedans quand c'est quelqu'un de proche comme ça que quelqu'un d'autre. J'irais longer, j'irais pas mal longer, mais je serais moins investie, je pense, à sa performance personnelle. Je me contenterais de bien longer mon cheval. Là, il y a un plus. Et vu le travail et vu comment elle se donne, je suis toujours un peu déçue quand le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, on va dire. Oui, ce sont des attentes communes. Tout à fait. Il faut savoir que c'est ma longeuse, mais c'est aussi mon entraîneur. C'est double prix aussi. Et un peu coach mental, ou en tout cas soutien, vrai soutien moral. On est une équipe. Voilà. Donc jusqu'au bout, on sera une équipe. Ouais. Avant d'entrer en piste, vous êtes chacune de votre côté, vous avez besoin de vous isoler, vous êtes ensemble, vous vous sécurisez mutuellement ou ça ne fonctionne pas du tout comme ça? On a le bisou de pré-entrée en piste, qui est un rituel incontournable. Et après, on a une habitude pour préparer le cheval, chacun sait ce qu'il doit faire. Et pour la globalité de l'échauffement, pareil. Et il suffit souvent qu'on se regarde et puis ça va, quoi. On sait s'il faut, voilà. Je me demandais, le longeur regarde beaucoup son cheval, évidemment, sur la piste. Vous regardez uniquement Papillon ou vous regardez Anne-Sophie? Comment est-ce que ça se passe pour vous, justement, quand on est au centre de l'arène? C'est ce qui m'est le plus difficile, puisque à la maison, je suis entraîneur, donc j'essaye de corriger. Il a fallu que je m'en détache un petit peu parce que j'avais le cheval à gérer, donc il fallait vraiment que je me concentre sur le cheval. Maintenant, en compétition, je me suis beaucoup détachée et je la regarde de moins en moins, ce qui est très bien, parce que le cheval voit très bien si on est présent ou pas au bout de la longe par le regard ou l'attitude. Et par moments, assez souvent, quand je sens que je vais faire une bêtise ou que je vais intervenir alors que ça n'est pas nécessaire, je ferme les yeux. Et c'est prodigieux. Et en fait, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de longeurs qui font ça. Qui ferment les yeux? Ah, c'est prodigieux. Quand je sais qu'il va y avoir une figure où il pourrait éventuellement s'écarter ou un petit peu modifier sa cadence, pour moi, ne pas anticiper quelque chose qui ne fera même peut-être pas, je ferme les yeux. Et comme ça, je sais qu'il va rester, je serai juste sur son contact que j'ai dans la main et je bouge pas. Je dis, je rouvre un œil, ouais, c'est bon, c'est passé. C'est un truc qu'on vous a donné ou c'est quelque chose que... Non, ça fait 15 jours que je dois faire ça. J'ai trouvé ça tout d'un coup. On a testé, ça a marché, on continue. Puis après, il y a beaucoup de rituels qu'on s'est établis, bêtement peut-être, mais rituels qui portent la chance ou pas. Et dans un tel décor, vous l'avez dit, il était un petit peu peut-être regardant pour le rassurer, à distance, vous êtes loin de lui. Comment vous faites? On ne va pas lui jeter des friandises là pour le coup. Non, il y en a beaucoup avant de démarrer, c'est-à-dire entre le moment où je salue, il doit manger au moins 4 gâteaux, et le moment où je le mets sur la piste. Et après, je crois que c'est plus des attitudes qu'on essaie de trouver, des positions de corps un peu devant l'épaule ou un peu derrière, et puis plus la chambrière. Et c'est vrai qu'ils ont un bonnet sur la tête, donc en plus on ne leur parle pas à ce moment-là. Et puis après, c'est confiance mutuelle. Si tout s'est bien passé à l'échauffement, à moins qu'il y ait tout d'un coup quelque chose dans la piste ou en bordure qui le surprenne, normalement, on se fait confiance. C'est plein d'intimes subtilités. Je sais pas, mais de connivence et de complicité. Et puis on se dit, il faut que ça marche. Alors, on va revenir évidemment sur la journée de demain maintenant avec le programme libre. On va faire une petite pause. Je sens qu'il y a un peu d'émotion qui commence à monter quand vous parlez l'une de l'autre. On va faire une toute petite pause avec notre rubrique Ici vue d'ailleurs maintenant, avec un tour dans le village, puisque le village était fermé hier, il a ouvert aujourd'hui. On est allé poser la question à un exposant qui vient de très loin, puisqu'il vient d'Australie. Et c'est une exposante d'ailleurs qui s'appelle Erin Kenworthy. Voici son avis sur ces Jeux équestres mondiaux. Au quotidien, on se lève pour conduire à travers la campagne de cette belle région, entre Caen et Bayeux. On installe le stand et on est attendu par des milliers de personnes qui attendent devant les portes pour entrer. Nous avons eu des conversations merveilleuses avec des gens du monde entier. Nous avons parlé avec des cavaliers d'élite aussi. Donc c'est un événement qui nous permet de parler à des gens tellement différents, venant de pays très différents.
Le nombre de personnes qui franchissent les portes du village est sûrement inférieur à ce qu'on espérait chaque jour. Mais ils arrivent par vagues. Dès qu'il y a une compétition, c'est forcément un peu plus calme. Et dès que les portes s'ouvrent, nous sommes noyés sous le monde. C'est vraiment super quand les gens descendent au village pour manger quelque chose et se promener au milieu des stands. Nous étions à Lexington assez récemment, il y a 4 ans. Et là encore, c'était un super événement. Le temps était assez différent et les conditions aussi. Mais encore, c'est juste super de rencontrer tant de personnes venues du monde entier. C'est très important d'être là en tant que marque. Alors demain, on attaque les programmes libres. C'est le point fort des Français. Vous vous attendez à quoi? Pour nous ou pour tout le monde? Pour vous d'abord, et pour vous d'abord. Pour ma part, mon objectif, c'est de me faire plaisir. Quand je me fais plaisir, tout se passe au mieux. Si on peut avoir le même papillon et tout de l'équipe là qui se passe de la même manière qu'aujourd'hui. Voilà, on verra demain, mais en tout cas, un papillon comme aujourd'hui, ce sera vraiment génial. Et après, ça sera à moi de jouer. Après, donc côté équipe, ils sont 4e aujourd'hui en imposé. C'est vraiment leur point fort, le programme libre. J'avoue que j'ai pas du tout vu évoluer l'Autriche cette année, donc je suis incapable de dire ce qu'ils peuvent faire en programme libre. J'ai vu les Allemands qui ont un artistique vraiment au top du top, avec des figures qui passent, un petit qui est porté d'un porteur à un autre, tout ça bien enchaîné dans un artistique fondu et magnifiquement bien fait. Donc c'est vraiment leur point fort aussi, à voir comment leur cheval sera. Je pense que les Français peuvent quand même largement grappiller des points par rapport à leur écart au niveau du podium demain. À voir donc demain. Et puis côté français, cette fois-ci, dans les garçons. Donc on a Jacques qui est en tête aujourd'hui à 1/10 devant Nicolas. Les Allemands, notamment Eric Euseux, qui n'a pas montré une prestation magnifique aux imposés aujourd'hui, sachant que c'est plutôt son point fort. Voilà. Ouais. En programme libre, il est plutôt en deçà et je crois qu'il finit 5e en imposé aujourd'hui. Thomas Brusvik qui est 3e et lui par contre très bon en programme libre. Donc j'ose espérer que le classement restera à peu près équivalent à celui qui est aujourd'hui avec le programme libre. Mais après c'est à eux de jouer. Bon. Pardon. Et pour vous, on espère remonter un peu dans le classement. Pour moi, on verra. Numéro 1, Est-ce que c'est votre point fort aussi? Alors j'ai beaucoup travaillé libre parce que c'était plutôt mon point faible avant. Et depuis Papillon, je me suis efforcée d'en faire beaucoup et d'essayer de trouver aussi quelque chose et un programme qui me permette d'être toujours bien, quel que soit le cheval aussi, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. On a fait 2 galas où les 2 programmes libres se sont plutôt très bien passés, même s'il y en a un où Papillon n'a pas du tout aimé les sauteurs de l'ENE juste avant de rentrer en piste, donc il a été un petit peu chaud au moment du gala. Et donc normalement c'est plutôt un programme qui devrait me permettre de grappiller des points, mais on ne sait jamais, on est au jeu et tout peut se passer. Le thème de votre programme libre? Alors j'ai pas de thème à proprement parler, parce que chez les femmes ça se fait pas autant que chez les hommes. J'ai une musique de Farinelli, donc le dernier Castra, et mon objectif c'est juste de danser sur cette musique-là. Bon alors, je vais revenir après sur la première journée ici aux Jeux mondiaux. Mais d'abord, on va retourner au village où on peut aussi prendre des cours de cuisine, pourquoi pas. Alors si jamais, après des achats ou après des épreuves, vous avez envie d'aller prendre un cours de cuisine, peut-être demain, eh bien Claude Bijon a testé pour vous. Regardez. Vous avez un petit creux? Cuisinez vous-même. Dans le village des Jeux, un atelier culinaire est proposé. Et c'est un franc succès. C'est un atelier de cours de cuisine gratuit, ouvert au public. L'idée, c'est on fait des cours de 12h à 18h, toutes les heures, des créneaux d'environ une demi-heure. Et là, on accueille 8 à 10 personnes avec un créneau réservé aux enfants à 14h. On rassemble une dizaine d'enfants. Pas forcément des recettes sucrées, parce que souvent les enfants arrivent et disent tiens, on va faire un gâteau. Eh ben non, je leur fais cuisiner de la morue avec des œufs. C'est une cuisine très variée. Et je dirais, on a la chance également d'avoir tout un panel de chefs normands, chefs restaurateurs, chefs de restauration scolaire, également des chefs pâtissiers sur un créneau d'1h30 de 15h à 16h30 sur le plateau sur les Jeux équestres mondiaux 2014 à Caen. Certains viennent même spécialement pour parfaire leur passion pour la cuisine. Je suis venue parce que j'avais justement entendu parler des cours de cuisine qui étaient proposés, et comme j'adore faire la cuisine et j'aime bien à l'occasion prendre des cours, et bien c'était l'occasion en plus de rencontrer des chefs et de pouvoir suivre leur cuisine. Et quand tout est fini, il ne reste plus qu'à déguster.
Ça fait envie tout ça. Quand on est en compétition, est-ce qu'on peut se régaler de n'importe quoi en tant que voltigeur ou est-ce qu'on a un menu spécifique? Des pâtes, des pâtes, des pâtes. Je crois que là-dessus, tout le monde fait un peu à sa sauce. C'est assez varié ce qu'on a globalement. On a toujours un poisson, une viande, légumes, féculents et chacun choisit un peu comme il a envie. Pour ma part, ça reste assez régulier, un peu de féculents, un peu de légumes et puis éventuellement un peu de poisson. Vous surveillez, Daniel? Je surveille rien du tout, elle gère ça très très bien. Donc, Je suis suffisamment grande maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, mangez bien avant le programme de demain. Simeon, vous, il n'y a pas besoin d'un régime particulier, Miaï? Non, il faut des bras pour voilà, bien vous, il faut porter, de la viande rouge un peu. Et... Voilà. Très bien. Mais surtout avoir le temps de manger. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas à vous trois d'être passés nous voir ce soir. Je vous propose de regarder ensemble une dernière rubrique, c'est les selfies, le selfie party. Vous nous avez envoyé vos photos, on en a fait aussi. Regardez ce que ça donne pour aujourd'hui. Je crois qu'on va retrouver pas mal de vos coéquipiers de voltige. On envoie les selfies. Et c'est pas triste avec les selfies. Mais d'abord Abdelkébir Ouaddar avec notre Patrice Ruiz national, cavalier de saut d'obstacle marocain qui est dans le top 10 après la chasse. Philippe Rosier qui est au restaurant, qui visiblement a faim. Après Philippe, peut-être son papa, voilà, Marcel Rosier qui lui aussi s'est prêté au jeu du selfie avec toujours Patrice. C'est plutôt Patrice d'ailleurs qui s'est prêté au jeu du selfie. Pedro qui est en bord de piste dans le stade d'Ornano, toujours habillé même dans les rues de Caen le soir quand on fait des pauses, on ne dira pas qui est à côté. Les voltigeurs, les voilà, Sébastien Langlois, le préparateur des chevaux avec Rémi Ombec et Clément Taillé, les deux voltigeurs de l'équipe. Sébastien Langlois encore avec le chorégraphe, cette fois-ci avec Romain Bernard, le chorégraphe. Et le dernier selfie avec toute une partie de l'équipe de France, toujours avec Sébastien. Merci à Sébastien et aux voltigeurs de nous avoir envoyé toutes ces photos. Anne-Sophie, j'ai vu des selfies passer sur Facebook. Peut-être. Pourquoi vous ne les avez pas envoyés? Je n'automatise pas, il faut savoir que le soir on n'a plus de batterie donc... Bon, vous m'en enverrez un avant la fin? Oui. Avec Papillon? Avec Papillon, avec le plaisir. cheval, Oui. toutes les Un cheval deux normand. Hein. Toutes les deux avec Papillon. En plus, c'est un cheval normand. Comme ça, tout le monde est content, il est chez lui, il est de retour au bercail. Le programme pour demain, avant de se quitter? Le programme pour demain, voltige, donc les programmes libres, 9h30 au Zénith. Et première manche par équipe en saut-obstacle au stade d'Ornano, c'est à 9h10. Bon, il va falloir se lever tôt demain. Miaï, on va aller se coucher? Pas avant minuit, je pense. On va d'abord aller installer la piste pour demain. Voilà, tout à fait. Ils ont déjà commencé ça. On va venir espionner. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous raconter comment vous avez construit ces obstacles. Anne-Sophie, Daniel, bonne soirée, reposez-vous bien et à demain. Bonsoir. Une caresse à Papillon. Angèle, À demain. à demain. À Oui. demain. Demain 19h, des jeux et débats, ce sera jusqu'à 20h comme tous les soirs sur Normandie TV et cavadeos.com. Prenez soin de vous, à demain, bye bye, ciao.